Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Heal Talk, votre podcast dédié à l'innovation, à la découverte, à la santé en 2025. À l'occasion de ce Cleanvest justement 2025, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau le professeur Tebti Mejid, chef de service de pédopsychiatrie à l'EHS de Cheraga. Professeur, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour, merci pour votre aimable invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Professeur, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour comprendre les enjeux actuels de votre spécialité. Sachant que aujourd'hui, il y a beaucoup de troubles et de difficultés plus fréquemment rencontrées chez les enfants et chez les adolescents. Alors, quelles sont aujourd'hui justement les difficultés et ces troubles rencontrés par cette frange de société, surtout les enfants et les adolescents, et comment leur prise en charge a-t-elle évolué ces dernières années en Algérie? Merci pour cette question. Vous avez mis le curseur là où il faut le faire. D'abord, la pédopsychiatrie, la santé mentale juvénile, la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent est devenue aujourd'hui une préoccupation mondiale et préoccupation majeure pour l'Algérie, pour ne pas dire c'est une cause nationale. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent joue un rôle important parce que, tout simplement, c'est une équation facile à deviner. Si on soigne aujourd'hui un enfant voire un adolescent sur le plan santé mentale, on aura quand même, qu'on le veuille ou pas, une génération stable sur le plan mental. La définition de l'OMS, c'est le bien-être. La santé mentale est très importante. Vous vous réveillez le matin, vous êtes anxieux, vous n'êtes pas bien, ou bien votre enfant n'est pas bien, vous allez développer toute la journée un état d'anxiété, un état dépressif et voire autre chose. Aujourd'hui, nous assistons à des pathologies pédopsychiatriques qui sont répertoriées dans la nosographie, mais aussi on assiste aujourd'hui à d'autres pathologies, j'allais dire sociétales, un type d'addiction, par exemple, les addictions à la drogue, les addictions aux écrans, la surexposition. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a une prise de conscience parentale parce que les parents, grâce à cette spécialité qu'on est en train de développer, il faut qu'on la développe. Surtout, par exemple, l'autisme aussi, il ne faut pas oublier, l'autisme aujourd'hui qui fait ravage dans la société. Donc, vous voyez, il y a tout un panel de pathologies qui sont répertoriées et que les parents aujourd'hui prennent en considération. Justement, vous me tendez la perche pour ma deuxième question, c'est justement le rôle des parents et de l'environnement. Comment les parents peuvent-ils d'abord repérer les premiers signes, c'est très très important, de souffrance psychique chez leurs enfants, et quel comportement doivent-ils adopter avec eux pour les accompagner au mieux en cette période? Le rôle des parents, il est primordial aujourd'hui. Malheureusement, nous assistons un peu, excusez-moi, à une forme d'explosion familiale. Donc, quelque part, les parents sont démissionnaires. Et on le voit dans les consultations. Donc, les pathologies sont répertoriées facilement. Il y a une symptomatologie clinique, voire physique. Donc, il faut voir un peu ces pathologies. Généralement, elles font leur éclosion durant la préadolescence et l'adolescence. Je peux en citer 5 ou 6, un type de psychose schizophrénique, les troubles bipolaires, les états dépressifs, la maltraitance, les troubles anxieux, les carences affectives, les borderline, ce qu'on appelle les états limites, le problème des addictions. Donc vous voyez, je vous en ai cité au moins 7 ou 8, mais il y en a plusieurs. Aujourd'hui, les signes sont saillants. Donc quand vous avez, je vais être très rapide parce que vous savez comment voir un peu la symptomatologie clinique chez l'enfant, c'est la rupture par rapport au comportement antérieur. Si vous avez un enfant qui est bon à l'école et il est bien au sein de la famille, et du jour au lendemain, enfin en quelques temps, vous allez voir un comportement bizarroïde qui est en rupture par rapport au comportement antérieur. Et là, il y a le témoin, le voyant orange qui va signaler, mais il y a je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à une dizaine d'années, il y a une prise de conscience parentale, et même au niveau des écoles aussi. Alors, professeur Tebti, je suis tenté de vous poser la question, une question que se pose le citoyen lambda. C'est en général les mamans qui accompagnent en primo-consultation, qui accompagnent les enfants, que ce soit l'enfant ou l'adolescent. C'est donc dire que l'observation, le rôle de la maman pour la détection de ce genre de pathologie est très important, sachant que le papa, il est pratiquement absent toute la journée. Le soir, il rentre, il est fatigué. Vous connaissez le rituel et tout. Non, je ne vais pas justifier le papa.
Moi, je suis thérapeute de couple et de famille. Moi, je pense qu'un enfant doit naître entre le papa et la maman. Voilà. Mais c'est vrai. C'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. C'est ce qu'on veut nous aussi. Mais très souvent, vous le dites si bien, c'est les mamans qui sont toujours présentes. Hein. Donc, elles sont là à l'affût. Elles accompagnent leurs enfants. Mais il ne faut pas que ça reste uniquement au niveau familial. Il faut que le repérage. Parler d'environnement, oui, justement. Exactement. J'allais en venir. Le repérage, les premiers signes sont importants. Parce que vous savez, dans la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, plus on prend en charge très tôt, plus les résultats sont les meilleurs. Donc, il y a l'environnement qui joue un rôle très important, la famille et surtout l'école. Vous savez, jusqu'à l'âge de 6 ans, oui, je vous l'accorde, l'enfant est parmi les siens. Mais à partir de 5 ans, 6 ans, même parfois moins quand il est à la maternelle, Il appartient un petit peu à l'école et à la rue. à l'école et à la rue. Donc c'est tout le monde qui doit repérer un peu tous ces signes. Nous avons perdu de ces valeurs parce que avant, vous savez, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Vous savez, on est passé aussi d'un stade où il y a le déni des parents. Quand vous avez un enfant qui a une symptomatologie clinique d'ordre mental, on le cache. Je parle de cas de l'autisme, par exemple. Il n'y a pas que ça. Vous savez, vous avez un enfant qui a des troubles du comportement, on le cache. On essaye de ne pas le rendre visible à la société. Mais vous ne rendez pas service à cet enfant. Tout à fait. Donc, il est temps aujourd'hui de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut promouvoir cette jeune spécialité qui est la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, et surtout l'adolescent. Aujourd'hui, nous assistons à des mutations sociales, à beaucoup de mutations sur tous les plans culturels, sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et cette frange de la population, elle est très mal accompagnée. Donc, moi, à travers votre micro, j'appelle à ce que la santé mentale de l'adulte commence bien avant. C'est celle de l'enfant et de l'adolescent. Parce qu'aujourd'hui, la détresse des parents, c'est quand vous avez un enfant souffrant et vous n'avez pas où le prendre. Vous n'avez même pas, nous avons des familles qui ne savent même pas où aller pour diagnostiquer. Et puis, il faut donner de l'espoir aussi. Ils ne connaissent même pas l'existence de la pédopsychiatrie. De la pédopsychiatrie qui existe depuis quand même une dizaine d'années. Nous sommes en train de former de jeunes spécialistes. Donc, il faut travailler à la pédopsychiatrie, travailler avec tout le monde. Donc, elle est tentaculaire avec l'école, avec les familles, avec l'environnement, avec les associations qui doivent jouer leur rôle. Donc, vous voyez, c'est un panel. L'enfant, l'adolescent doit être pris en charge par un ensemble de partenaires. C'est une spécialité multidisciplinaire qui partage aussi ses tentacules avec la pédiatrie, avec pas mal de spécialités. Donc aujourd'hui, il faut en faire une cause nationale. Moi, de toute façon, j'ai pris toujours mon bateau de pèlerin pour défendre cette spécialité. Voilà. Très bien, ce qui nous amène à une question on va dire, d'étiologie en quelque sorte, entre guillemets. Quel est l'impact des réseaux sociaux et des écrans et du rythme de vie actuel? Vous étiez en train d'en parler, tout ce qui a changé depuis le temps, sur la santé mentale des jeunes et comment pouvons-nous les aider pour les accompagner durant cette période, c'est-à-dire essayer de diagnostiquer, de trouver le comportement et de les orienter pour une excellente prise en charge. Oui, effectivement, l'impact des écrans à la santé mentale, il est prouvé sur le plan physique et sur le plan mental. Aujourd'hui, les parents achètent la paix. Depuis l'avènement de l'Internet, les années 2000 en Algérie, depuis l'avènement des écrans, des portables, nous achetons la paix avec nos enfants. Vous savez, les couples aujourd'hui travaillent dur, donc, mais ça ne les dédouane pas. Tout à fait. D'accord. Donc maintenant, c'est de la fuite en avant. Bah oui. Alors aujourd'hui, il y a une forte exposition aux écrans, mais le mal, c'est quand on est surexposé à un âge très précoce. Vous voyez, vous avez un enfant, moi je vois dans les rues d'Alger, des enfants avec des portables dans le berceau. Ça, c'est très dangereux. Alors l'impact maintenant, il est il y a multi-impact. Je cite quelques signes comme ça. Vous avez des insomnies, vous avez des troubles d'attention, des échecs scolaires, vous avez même de la violence. Ça va jusqu'à l'épilepsie, paraît-il. Oui, de l'épilepsie, bien sûr, l'impact. Vous savez, quand vous avez un enfant, ou un adolescent surtout, qui est exposé pendant des heures et des heures, il vit dans un monde virtuel. Tout à fait. Voilà, dans un monde virtuel. Donc le monde réel, il ne le connaît pas. Dieu sait combien j'en reçois par jour. Alors, ces enfants, aujourd'hui, il faut les protéger. Comment les protéger? Pour revenir à votre question, c'est de les accompagner et surtout de communiquer avec eux. Aujourd'hui, la cellule familiale ne communique pas. Moi, je vois mal aujourd'hui les gens qui mangent ensemble à 20h. Oui, c'est très rare. Non, c'est devenu rare. C'est très, très rare.
que les parents. Pourquoi? Parce que le but de manger ensemble, c'est pas le but de manger réellement, c'est pas l'assiette, mais c'est de se réunir et de voir aussi, d'avoir la pupille dans la pupille. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons des enfants, des adolescents qui sont dans le petit coin pendant des heures et des heures. Ils sont dans un monde virtuel, donc ils connaissent ce monde virtuel. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est le contenu. Ouais. Donc il y a de la violence à l'intérieur. Et puis si on ne contrôle pas son enfant, les risques sont majeurs parce que après, il y a même des répercussions médico-légales. Vous savez, les sites pornographiques, les fake news, dans les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un contrôle parental. Il faut qu'il y ait un contrôle de tout l'environnement. Vous, les médias, vous jouez un rôle très extraordinaire parce que la sensibilisation doit commencer très, très jeune. Je dis encore, il faut que ce soit une cause qui n'appartient pas au professeur Tapti, qui n'appartient pas à certains, mais c'est une cause où tout le monde doit participer, où tout le monde doit activer dans ce sens, parce que c'est l'avenir de nos enfants. Et puis quand on prend un impact à l'adolescence, croyez-moi que c'est pas facile dans l'avenir de récupérer. Hein. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, professeur Tapti Majid. Je rappelle que vous êtes chef de service de pédopsychiatrie à l'EHS de Cheraga. Merci pour toutes ces explications sur une spécialité, une jeune spécialité en Algérie qui est très, très importante. Merci à vous, madame, monsieur, nos abonnés sur HealthTalk, le podcast préparé et réalisé par Nafsi, présenté par Dr Fatah Badam. Merci beaucoup, à très bientôt.